Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, nouvelle chronique de Parlons Terroir, je m'appelle Philippe Ligron, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Nous nous trouvons dans le canton de Neuchâtel, on va en savoir un petit peu plus car notre invité du jour c'est Danielle Rouillet. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Danielle, nous nous trouvons où ici ? Alors dans ma ferme à Cernier, dans le Val de Rue, canton de Neuchâtel. Donc c'est juste au-dessus de Neuchâtel en fait. Entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, on est Et au puis, milieu du canton. Puis ça va la cohabitation avec la capitale ? Alors c'est des bons clients, ça se passe très bien Alors des quand bons on est clients. producteur. Justement, on est là pour ça, on va parler de vos produits qui sont labellisés d'ailleurs. Neuchâtel Vin et Terroir, un label qui vous officie dans cette dynamique aussi, mais de quoi s'agit-il ? Alors là, ça définit la région. Donc les produits doivent être produits dans notre région, transformés aussi dans la région, canton de Neuchâtel. Voilà, là, c'est pour mettre en valeur aussi ce beau canton, mettre en valeur ce qu'on fait, et puis ça aide à communiquer sur nos produits. Mais ça aide à communiquer, alors, par exemple, le fait que je sois ici avec vous, mais à part ça, pour le consommateur, il voit le label sur l'emballage, et il se dit, ce produit, il répond à une économie locale, c'est ça pour vous ? Oui, ouais. Ça fait des jolis cadeaux aussi. C'est aussi un moyen peut-être pour des acheteurs de dire on participe à développer la région. Je pense que ça peut être important de ce côté-là. Alors parlons région, avec ce label justement, cette région, on est plus sur du vin, on est plus sur des céréales, on fait un petit peu de tout. C'est le Ceylan neuchâtelois. Alors on a un peu des céréales. Je pense qu'il doit encore se développer un peu plus. Souvent dans ces labels régionaux, on a les bouchers, les boulangers qui travaillent avec. De mon côté, on est dans... Voilà, ce qui est labellisé chez moi, c'est des pâtes qui sont faites avec nos céréales. Pourquoi vous êtes lancé dans les pâtes ? On va en reparler dans la deuxième partie de cette rencontre, de ce reportage. Mais pourquoi les pâtes ? Alors, en 2012, on a repris en coopérative des producteurs bio du canton de Neuchâtel un petit magasin bio au centre-ville à Neuchâtel, avec l'idée d'amener le plus possible nos propres produits. Maintenant, l'agriculture suisse, en tout cas sur Neuchâtel, il y a du vin, on l'a dit, mais il y a beaucoup de viande, de lait, de produits laitiers. Mais légumes et produits transformés, il n'y avait pas beaucoup. Donc de mon côté, on avait des céréales, je me suis dit pourquoi pas y amener des pâtes. Donc le but était vraiment d'alimenter le magasin nous-mêmes, les producteurs de la coopérative. Alors j'imagine que vous êtes une convaincue du bio, mais vous savez comme moi que le bio, comme toute chose, a ses limites. C'est quoi les limites du bio ? C'est la régionalité, c'est-à-dire que du bio qui vient d'Amérique du Nord a peut-être moins d'intérêt ? Alors je pense que la régionalité prend toujours plus d'importance. Pour moi, la limite du bio, c'est plus dans la tête des gens. Je suis bio convaincue, je pense que le bio peut nourrir le monde. Mais il doit le faire de manière régionale. Donc c'est clair que transporter du bio, ça, c'est plus possible. Ça se fait de moins en moins d'ailleurs. On en parle toujours plus. Le bio peut nourrir le monde. Est-ce que c'est pas aussi, tout est lié dans la vie, est-ce que c'est pas aussi tributaire et complémentaire à une économie du gaspillage ? On sait qu'en Suisse, on est dans un merveilleux pays, mais un pays riche et qui se permet de gaspiller jusqu'à 37% de sa production alimentaire. Est-ce que c'est ça aussi le bio, c'est-à-dire d'essayer d'être responsable en termes de gaspillage ? C'est 37%, c'est énorme, ça fait. C'est monstrueux. C'est monstrueux, ça fait froid dans le dos quand on entend ça. Oui, je pense que c'est nécessaire de remettre en question notre mode de consommation et aussi notre mode de production. Je pense qu'en ayant des fois de produire autrement, on a encore des marges pour augmenter aussi les rendements en bio. La recherche sur l'agriculture bio a été très minime jusqu'à maintenant, donc on peut aussi faire plus de recherche pour augmenter ses rendements. Je pense qu'on a encore beaucoup de cartes à jouer de ce côté-là. Danielle Rouillet, à Cernier, dans le canton de Neuchâtel, agricultrice bio. Le bio, il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire « Ouais, elle est bien gentille avec son bio, mais ça coûte une blinde, j'ai pas les moyens. » C'est vrai, c'est faux ? C'est un peu vrai, c'est toujours un gros problème, on y réfléchit beaucoup. Mais c'est un peu faux aussi, parce que je pense qu'on se rassasie avec moins. On a peut-être plus de plaisir à manger, on prend un peu plus de temps pour le cuisiner, c'est un autre mode de vie. C'est un autre rythme aussi. C'est un autre rythme, et si on change ce rythme, économiquement, je pense qu'on s'y retrouve aussi. Alors, effectivement, j'ai eu la chance
plusieurs fois dans ma vie, déjà de manger les miennes de pâtes, parce que j'en fais aussi en tant que cuisinier. C'est vrai qu'on passe l'hiver avec un plat de pâtes artisanal. Comment ça se fait que les autres, on en mange et puis 10 minutes après, on a encore faim? C'est trop raffiné, c'est des farines blanches, mi-blanches qui sont beaucoup trop raffinées. Nous, on fait des pâtes avec des farines intégrales aussi, farine bise, on met un peu de sarrasin. Ça dépend, on varie un peu. Mais je pense que on a pris l'habitude de trop raffiner nos céréales, soit pour le pain, soit pour les pâtes, pour tout ce qu'on mange. Alors je pense qu'on a convaincu ceux qui pensent que le bio c'est plus cher que le conventionnel, quoique. Maintenant, il y a aussi un autre problème au niveau de ces aliments, c'est le gluten. On voit que c'est un gros problème. Le gluten, on a une parade avec ces produits qui sont faits artisanalement comme vous le faites, c'est-à-dire qu'on utilise d'autres céréales. Alors ici dans le canton de Neuchâtel c'est très difficile. Bon, moi je travaille aussi un peu avec des céréales anciennes, de l'épeautre, du petit épeautre, de l'amidonnier. On a essayé quelque temps du blé ancien, mais il est un peu plus sensible aux maladies, c'est plus difficile. Des céréales qui sont un peu moins riches en gluten, je pense que plus facile à digérer pour ça. Après, on m'a souvent demandé des pâtes aux lentilles, des pâtes aux pois chiches, mais dans le canton de Neuchâtel, on a des productions de lentilles et de pois chiches très minimes. Donc après avoir acheté ces lentilles, on en manque, on n'en a pas assez. Puis en plus, les transformer en farine pour transformer en pâte, je pense que c'est difficile à faire. Donc il y a des régions où on produit plus de lentilles, de pois chiches, où c'est peut-être adéquat, mais pour le canton, je trouve assez difficile. Bon, un moulin à blé, ça va. Hein. Moi, je fais de la farine de lentilles, ça se passe assez bien. Peut-être le problème, c'est le pourcentage de gluten qui, pour le coup, est vraiment nul. Enfin, nul, est vraiment en dessous de 0. Donc là, on a un problème au niveau de la consistance des pâtes avec des pâtes de lentilles. Mais on peut faire un mix, non? Alors, on a fait des jolies pâtes aux lentilles. Pour ça, il n'y a pas de souci. C'est juste la quantité, avoir des lentilles. D'où viennent les lentilles? Est-ce qu'on trouve à acheter des lentilles dans la région en suffisance pour faire des pâtes pour les vendre? Alors, vivement qu'il y ait des lentilles Neuchâtel, vin, terroir. Hein, alors, il y en a quelques-unes. J'y étais presque. Hein. Daniel Rouillet, agricultrice à Cernier, dans le canton de Neuchâtel. Vous produisez donc des pâtes, on l'a compris, mais vous faites aussi des produits laitiers. Vous avez parlé de ce gruyère bio. Ça, c'est aussi une tendance. Ça commence à rentrer dans les mœurs. Il y a d'autres produits encore que vous fabriquez ici. On a dégusté un très bon jus de pomme. Alors, on a un verger avec des pommiers. On fait du jus de pomme chaque année. Une année sur deux, ça donne beaucoup. Une année sur deux, un peu moins. C'est un peu les pommiers. On fait aussi un peu de viande en vente directe, des saucisses sèches. On a quelques cochons dans les champs, en plein air aussi, qui se roulent dans la boue pour se protéger du soleil ces jours. On a quelques poules avec les œufs. On a essayé de diversifier pour avoir ce lien au consommateur, pour vendre nos produits, pour se mettre dans une agriculture qui nous nourrit. Une diversité qui demande du temps. Une agricultrice comme vous, Daniel Rouillet, ça dort combien d'heures par nuit? C'est la question piège. À ces temps, pas beaucoup. C'est un peu une mauvaise habitude que j'ai prise. Je suis peut-être un petit peu hyperactive sur certains sujets. Mais voilà, il faut que je change un peu mon mode de vie, que je vienne dans ce mode de vie bio, comme on dit, où on ralentit un peu pour profiter des choses. Ces temps, je dors peu, il y a énormément de travail, il y a tellement de choses à développer. Quand on parle de produits régionaux, on est en train de mettre sur pied une plateforme de distribution de ces produits régionaux. Donc à chaque fois, il y a tellement à faire, chaque fois on se rajoute du travail par-dessus. Vous êtes agricultrice bio à Cernier dans le canton de Neuchâtel, je le rappelle. Comment vous êtes arrivée à cette situation? Quel est votre parcours professionnel? Alors moi à la base, je suis la fille du vacher de l'école d'agriculture. Donc je suis née ici à Cernier, dans les bâtiments de l'école d'agriculture. Mon papa enseignait le travail manuel autour du troupeau des vaches aux apprentis, aux élèves qui venaient faire l'école d'agriculture. Et puis moi j'ai grandi en le suivant partout au milieu des vaches. Comme on n'avait pas de ferme à la maison, je suis partie étudier, ingénieur agronome à l'école polytechnique de Zurich. Jamais. À Zurich en plus, en Suisse allemande. Et vous êtes revenue vivante. C'était pas si difficile. On était une bonne équipe de romans, ça aide. Voilà, ça va. Et puis, jamais j'aurais pensé reprendre une fois une ferme. Donc, l'école d'agriculture a cessé ses activités côté pratique. Avec mon papa, on a fait une proposition pour la reprendre, une association père-fille. C'est assez original. Enfin, c'était à l'époque, en tout cas, assez original. Maintenant, un petit peu moins.
Et puis voilà, le canton a décidé de nous prendre comme locataires. On avait fait la proposition de faire en bio directement. Et puis j'aime bien, je dis toujours, moi je suis paysanne par hasard. Quand on fait ce parcours, ce sera ma dernière question, avant qu'on aille au labo quand même, voir ces fameuses pâtes. Quand on est dans votre situation, on a été biberonné, j'ai envie de dire, à l'agriculture, avec un père qui était très présent, qui avait aussi ses principes et ses normes. Est-ce qu'on est dans le juste là? Vous restez convaincu? Oui, alors complètement. On a besoin de nous, les gens doivent manger. Euh, on est là, on nourrit. Je pense qu'on doit se poser plus de questions dans l'agriculture. Moi, j'aime pas trop quand on industrialise trop l'agriculture. On doit revenir à ces idées de lien avec le consommateur, de produire une alimentation, de penser, quand on produit, de penser à ce qu'on mange. C'est la base de la vie, c'est quand même dans les champs que ça se passe. Donc, je suis fière de mon métier. Et vous pouvez. On va voir ce labo? Oui. Allez, c'est parti. Magie de la technique, grâce à Studio Meublé à Lausanne, nous nous retrouvons ici, dans votre laboratoire, à quelques jetés de pierre de votre ferme. Où sommes-nous exactement? Alors, nous sommes dans le site d'Evologia, l'ancienne école d'agriculture du canton de Neuchâtel. L'ancienne école d'agriculture, ça n'est plus l'école d'agriculture, non? Non, là on est dans des bâtiments d'Evologia qui sont, c'est un site un peu plutôt touristique, musique, spectacle. Et puis il y avait un local de libre que j'ai pu occuper, louer pour fabriquer mes pâtes. Alors justement, en parlant de fabrication de pâtes, on est dans votre laboratoire, je te disais avant, avec des machines assez incroyables quand même. Ça s'improvise pas, ce genre de production, il faut quand même avoir du matériel, quoi. Oui, alors on a commencé tout petit, on a commencé avec la petite machine qu'on a encore ici. Qui est déjà pas mal, hein. Il y a 12 ans, oui, elle coûtait aussi déjà assez cher. Et puis avec le succès, on est passé à une autre machine et avec le succès encore une troisième. Donc on a 3 machines en tout. Une est chez ma collègue qui fait avec moi les pâtes. Elle travaille chez elle. Et ici j'en ai 2. Alors justement, on a évoqué juste cet aspect financier des pâtes artisanales. Ça coûte quand même beaucoup plus cher que des pâtes industrielles, mais peut-être c'est dû aussi à l'achat de ces machines parce qu'il faut quand même les rentabiliser. On arrive une fois à amortir son investissement parce qu'il n'y a pas que la machine. On voit juste à côté de nous, on dirait des énormes réfrigérateurs, mais en fait ce sont des séchoirs. C'est plus pour la gloire qu'on fait ça ou est-ce qu'on arrive à tirer son épingle du jeu? C'est toujours difficile à calculer pour nous de savoir si on a un prix juste ou pas. Je pense qu'on arrive à long terme à tirer notre épingle du jeu. Il ne faut pas que la production soit trop courte. Il faut que ça dure quand même quelques années. Elles sont chères aussi parce qu'on utilise notre farine. C'est moulu dans la région ici. On a un meunier dans le village d'à côté. Donc tout est artisanal, tout est dans des petites structures, il n'y a rien de grande structure. Une partie des pâtes, on les prend à la main, on enroule les spaghettis, on enroule les nouilles à la main pour qu'elles prennent moins de place, pour qu'elles se cassent moins facilement. Donc voilà, l'un dans l'autre, on y passe pas mal de temps. Quand on élabore des recettes comme ça avec différentes pâtes, est-ce qu'on tient compte aussi du retour des clients? C'est-à-dire qu'avec l'expérience maintenant, vous avez quand même une clientèle plus ou moins d'habitués. Est-ce que ces gens-là vous font part de certaines remarques? Ouais, ça laisse un peu moins bien, ou c'est plus dur à cuire, etc. Et est-ce que vous en tenez compte? Alors, c'était très intéressant au début. Donc, on fait des pâtes avec de la farine, pas avec de la semoule. Elles sont un peu plus vite cuites, elles sont vite un peu trop molles à la cuisson. Et puis, beaucoup de gens sont venus, quand on vendait nos pâtes sur les marchés, comme ça, beaucoup de gens sont venus nous dire « La première fois, je me suis fait avoir, mais après, c'est allé. » Donc, ça veut dire qu'ils ont tous essayé une fois, ça n'a pas marché, et ils sont revenus en acheter, et ils ont réussi la deuxième fois, ils ont continué d'en acheter. Donc ça a été un témoignage très, très important pour nous, de savoir qu'elles étaient quand même appréciées. On avait toujours peur que les gens soient déçus. Après, les gens se sont habitués à une forme, une couleur, avec une variété de farine, donc on ne peut plus changer. Je crois que les habitudes, elles sont là. On fait des trottoles avec une partie de sarrasin, on a des campanelles avec l'épeautre, des spaghettis, c'est le blé dur. Donc voilà, chaque céréale a sa forme et sa couleur. Si c'est de la farine mi-blanche, farine bise ou farine intégrale, ça joue aussi un rôle.
Donc je pense que les gens ont pris leurs habitudes. Quand on fabrique des pâtes comme ça artisanales, hein, Daniel Rouillet, je le répète, hein, à Cernier dans le canton de Neuchâtel, est-ce que quand on vend ces pâtes, on donne aussi, et c'est ça la force peut-être de votre champ d'activité, c'est de donner aussi des conseils, je sais pas, peut-être des pâtes telles que les vôtres, on les cuit, on les refroidit et après on les régénère pour stopper la cuisson, ou est-ce que je dis n'importe quoi? Parce que c'est tout à fait dans le domaine du possible, hein, que je dise n'importe quoi. Alors ça, je pense que c'est notre point faible ici. Je ne sais pas si je sais bien les cuire, mes pâtes. Donc je ne sais pas si je suis apte à donner des conseils. Je pense que les gens, ils savent mieux que moi souvent. Ils font leurs essais et puis ils s'en sortent mieux que si je les avais conseillés. Je ne suis pas une grande cuisinière. Ce n'est pas vraiment une passion. Oui, mais quand même, le type de farine influence aussi la méthodologie de cuisson, par exemple. Est-ce que des pâtes qui sont faites avec telle farine, on doit les refroidir pour les réchauffer, comme je disais avant, pour stopper la cuisson? Ouais. Ça dépend, en fait, des types de farine et de céréales qu'on a utilisées. Oui. Alors, ce qui est farine complète, ça sera des pâtes un peu plus dures, un peu plus longues à cuire. Puis la farine un peu plus raffinée, ça va donner des pâtes plus vite cuites. Des pâtes œufs ou sans œufs? Alors, on fait des pâtes sans œufs. C'est plus facile à faire. Il y a moins de normes d'hygiène à respecter, à faire attention. Clairement. Comme il n'y a pas de produits d'origine animale. Et puis, à la maison, depuis toute petite, on a toujours cherché à manger des pâtes sans œufs. C'était une habitude, donc sans œufs. C'est quand même incroyable de penser à cette recette. Il y a rien de plus bête, hein, en fait. C'est de la farine, de l'eau, un peu de matière grasse, et puis même pas de matière grasse. Ouais, donc en plus, farine et de l'eau. Farine et de l'eau. On met pas de sel dans les pâtes, normalement. Pourquoi? Parce que sinon, elles deviennent cassantes. Et cette recette qui est très rudimentaire, en fait, est une recette très ancienne, hein. On dit que les pâtes auraient été inventées par les Italiens, mais c'est absolument faux. Désolé. On prête l'invention des pâtes, en tout cas d'avoir ramené les pâtes en Europe, parce que bien évidemment les pâtes ont été inventées par les Asiatiques, et on prête à Marco Polo le fait d'avoir ramené la recette en Europe, ce qui est absolument faux. Marco Polo était un petit peu mytho sur les bords, hein, quand même, hein. Il s'appropriait pas mal de choses à d'autres personnes, mais depuis longtemps les Romains utilisaient déjà les pâtes. Ils ont simplement changé la farine de riz par de la farine de blé et ajouté pour certains des œufs, comme on en parlait juste avant. Mais c'est une recette qui est dingue quand même, parce qu'il y a tellement de façons de la prêter. Il y a une méthode de conservation qui est très simple. Enfin, je veux dire, ça devrait être universel. On devrait manger que des pâtes, Daniel Rouillet. C'est vraiment une belle mise en valeur des céréales. Avec les céréales, on fait le pain. On a besoin de pain, on aime le pain, et on fait des pâtes pour manger autre chose à midi que le matin. Je trouve que c'est vraiment une belle mise en valeur. On peut aussi inventer avec beaucoup de céréales différents. Les céréales qu'on cultive, nous, c'est pour les pâtes. Donc, on a 4-5 sortes de céréales différents, de l'épeautre au seigle, en passant par du petit épeautre et du blé. Voilà, on se fait plaisir, vraiment. Pour les réticents à ces pâtes en se disant oui, il y a du gluten, vous avez employé un mot magique juste avant dans votre phrase précédente en parlant de petit épeautre. Est-ce que maintenant ça commence à rentrer dans les mœurs? Les gens commencent à comprendre que peut-être que dans la petite épeautre et dans l'épeautre, il y a un peu moins de gluten, donc des pâtes un peu moins boostées et plus faciles donc à digérer? Je pense que les gens commencent à être toujours plus conscients, oui. Après, c'est aussi des céréales qui sont un peu plus chères, elles sont moins productives, elles ont moins de rendement que du blé. Ça veut dire qu'on doit choisir de les manger en sachant ce qu'on fait, mais elles sont plus faciles à digérer. On va parler de choses qui fâchent. Les prix, vous disiez juste avant, elles sont plus chères. Tout est relatif. Est-ce que ce sont vos pâtes qui sont trop chères ou est-ce que ce sont les pâtes industrielles qui sont pas assez chères? Je veux dire, j'imagine, nous, on vous a suivi en voiture pour venir ici au laboratoire. J'ai pas vu de voiture de luxe, hein. Je vous vois pas couverte de bijoux non plus. Est-ce que finalement, quand on fabrique ses pâtes soi-même, on est modeste, on essaye de garder des prix plus ou moins cohérents, mais est-ce que ces pâtes industrielles sont pas trop bon marché? Je veux dire, des pâtes à 1 franc le kilo, combien gagne le producteur à l'étranger, hein, des pâtes qui sont faites à l'étranger, donc il y a encore toutes les taxes de dédouanement, il y a encore les transports, il y a encore les intermédiaires, et Dieu sait si ces intermédiaires, qui je l'espère nous écoutent, Dieu sait s'ils prennent aussi leur marche, c'est normal, ils doivent vivre, hein, mais en même temps, est-ce qu'on n'en a pas trop? Mais combien gagne un paysan quand on vend des pâtes à 1 franc le kilo ici en Suisse? C'est pas possible que le céréalier dans le pays d'origine puisse gagner sa vie dignement, parce qu'on parle de dignité là. Ça me fait un peu peur d'imaginer ce qui se passe ailleurs. Oui, est-ce qu'on va maintenir une agriculture
nourricière partout. Est-ce qu'en achetant des pâtes bon marché dans le supermarché, est-ce qu'on rend service à l'agriculture du pays d'où elle vient? J'en suis pas sûre. Nos pâtes, elles sont chères. On a choisi quand même de mettre des prix qui nous donnent envie de continuer à les faire. Enfin, si on les fait, si c'est du bénévolat de fabriquer les pâtes, après 2 ans, on arrête parce qu'on est fatigué. Donc, le but, c'était d'éviter aussi cette situation-là. Après, en comptant les livraisons, récolter le céréal, l'amener chez le meunier, aller rechercher la farine, stocker la farine, éviter les mites, fabriquer les pâtes, après les mettre en sachet, on met en sachet à la main, livrer dans tous les petits commerces de la région, ça prend énormément de temps. Après, où est la taille idéale? On pourrait être un peu plus équipé peut-être, avoir des équipements un peu plus performants pour rationaliser un peu le travail. Ça serait peut-être le moyen de baisser un peu les prix. Après, il faut avoir les possibilités d'acheter plus d'équipements. C'est pas forcément évident. Parce que tout ça, ça coûte, des machines qui exercent une pression incroyable. Ouais. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « de la farine et de l'eau, je vais essayer demain ». Il faut travailler, il faut faire travailler ce gluten, il faut aussi avoir une certaine élasticité, une certaine consistance. Ouais. Ça, on le fait grâce à ces machines qui sont quand même assez performantes. Tout ça, ça demande aussi de l'expérience, donc aussi des ratés. Ça vous est arrivé de devoir jeter une série ou pas? Oui, alors ça nous arrive encore de temps en temps. Ouais. Suivant les formes des pâtes, quand elles sèchent, elles se fondent. Donc après, elles s'émiettent dans la casserole. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir quand on veut manger des pâtes. Un moule qui se bouche, et puis on passe du temps à déboucher le moule parce qu'il reste un grain de blé dans la farine qui n'avait pas été moulu, donc ça bouge tout, on doit arrêter, tout nettoyer pour remettre en route. On apprend petit à petit. On m'a fait plusieurs fois la remarque ces derniers temps en me disant qu'elles se sont améliorées avec le temps. Nos pâtes, au début, elles se cassaient un peu trop dans la casserole et maintenant elles tiennent mieux. Est-ce que c'est la machine qui est plus performante? On travaille aussi avec de l'eau chaude pour faire travailler le gluten. Ça a changé beaucoup. Il y a toujours aussi cette question, travailler avec de la semoule, de la farine. Là, on fait 100% farine, c'est le travail du meunier de la région. Est-ce qu'il pourrait nous faire de la semoule dans les mêmes conditions? C'est pas forcément évident. Je crois qu'on a moins de pertes de céréales en travaillant avec de la farine. Mais ça change aussi tout le mode de cuisson. Danielle Rouillet, agricultrice bio à Cernier dans le canton de Neuchâtel. Vos produits sont labellisés Neuchâtel Vin et Terroir. Tous vos produits. Maintenant, ça roule. On l'a vu, il y a du gruyère bio, il y a des pâtes, il y a toutes sortes de produits. Est-ce que maintenant, vous avez un petit projet derrière la tête dont vous pourriez nous parler, je ne sais pas, ou est-ce que maintenant, vous restez où vous en êtes? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur d'autres choses? Alors, à force de fabriquer, transformer nos produits, de les livrer, d'aller en ville, livrer nos produits dans plusieurs commerces, on s'est quand même un peu essoufflé. On est plusieurs à s'essouffler comme ça. Et on a envie de créer une plateforme de distribution pour nos produits. Donc, produits de Neuchâtel, Jura bernois aussi éventuellement. On va retrouver un peu les produits Neuchâtel Vin et Terroir, Parc Chasseral, pour se mettre ensemble et puis avoir une plateforme de livraison. Un petit camion qui tourne. Une plateforme, c'est un camion donc. Un petit camion avec un lieu pour accueillir les produits, pour faire un peu la logistique, préparer les caisses en fonction des commandes, et aussi un site internet où les clients pourront commander. Le but, c'est pas de livrer aux clients finaux, aux consommateurs, mais c'est de livrer les petits commerces et les restaurants qui seront intéressés par nos produits. Mais là, attendez, vous êtes en train de nous vendre du rêve, vous êtes en train de dire que enfin les agriculteurs vont devenir solidaires. Ah, c'est pas facile à faire. Je crois que ça fait 5 ans qu'on en parle. Donc petit à petit, ça prend. On verra qui nous suit encore, mais on est quelques-uns déjà. Il y a encore du boulot. Ouais. En tout cas, Danielle, moi je vous remercie de votre gentillesse, de votre bienveillance, un grand moment d'humanité passé en votre compagnie. Si on veut retrouver vos produits, si on veut découvrir ces produits labellisés Neuchâtel Vin et Terroir, on peut aller où? Alors, on a un point de vente en self-service à la ferme. À Cernier, donc. À Cernier. Après, plusieurs commerces dans les villages du Val-de-Rue vendent aussi nos pâtes. On en trouve dans plusieurs commerces à Neuchâtel. Ça fait un peu le tour du canton. Des pâtes en self-service. Donc, j'ai dévalisé en fait une variété de pâtes qui est assez étrange. Ouais. C'est pour ça que je les ai prises. On peut juste en parler peut-être, sans faire un focus dessus. Mais cette forme m'a interpellé.
Comment elle s'appelle celle-là? Alors, c'est dit campanelle. C'est un peu comme une fleur. Très jolie. Ça ressemble un peu à la tête de moine quand on les fait tourner sous la lame. C'est très joli. C'est une pâte assez épaisse, rugueuse, qui va bien faire... la sauce va bien s'accrocher à ses pâtes. De temps en temps, on a besoin d'avoir quelque chose de nouveau. C'est le dernier moule qu'on a acheté. Donc, proposer une nouvelle pâte à nos clients, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on fait un peu toujours les mêmes. Donc, de temps en temps, on se permet d'avoir un nouveau moule pour se faire plaisir en changeant de forme et puis faire plaisir à nos clients. Alors, une dernière question, parce qu'on aime bien parler dans Parlons Terroir, de terroir, bien sûr, mais aussi de gastronomie, puisque tout est lié. C'est quoi votre petite recette à vous, là, juste pour nous faire envie et courir ici à Cernier et se ravitailler? Allez, faites pas la modeste. Comment vous les feriez à midi? Là, vous avez ces pâtes là qui ressemblent à des girolles de tête de moine. Comment vous les prépareriez à midi? Alors moi, j'aime bien nature comme ça, avec un petit filet d'huile et un peu de gruyère saupoudrée dessus. Eh ben moi, je vais essayer de cuisiner ces campanelle. Je vais essayer de les cuire déjà dans de l'eau salée, parce qu'il ne faut pas oublier de saler les pâtes quand on les cuit, même si on ne met pas de sel dans la pâte elle-même. Et puis, je vais les refroidir. Enfin, je vais les tempérer et je vais mettre juste un filet d'huile de noix artisanale dessus. Je vais mettre un petit peu d'oignon râpé. Et je vais servir ça avec un petit peu de sauge. En ce moment, je sais pas, j'en ai plein le jardin. Et je trouve que la sauge, ça donne une rondeur au plat, un parfum incroyable. Voilà, des choses toutes simples avec un tour de moulin à poivre. Et ça va être le plus beau jour de ma vie. Eh bien, merci beaucoup, Daniel. On va vite passer à table parce que maintenant, on commence à avoir les grenouilles dans le ventre. Puis moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Merci à Régio Garantie qui nous a offert cette possibilité de découvrir et de rencontrer Danielle Rouillet, agricultrice bio à Cernier dans le canton de Neuchâtel. Et puis, j'ai envie de vous dire... bon appétit. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, croquez la vie à pleines dents. Enfin, si vous avez des dents, hein.